J'ai mon 5000 pieds carrés, la grosse piole dans un quartier, flat comme le fond d'une bouteille, où les maisons sont toutes pareilles. Les symptômes prémensuels d'une faillite trop personnelle, un set d'outdooring dans le salon, la pancarte avance sur le gazon. Comme des centaines, voire des milliers de personnes au Québec, Simon Larochelle et Sarah Smith ont été déracinés de force de leur appartement, qu'ils considèrent un peu comme leur cocon. Et Simon a eu la brillante idée de filmer cette grande aventure à travers, je veux dire, quelques mois. Donc, bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Simon. Et on parle bien sûr du film Chronique d'une crise. Chronique d'une crise n'est pas le premier film qui traite de cette crise du logement. On avait entre autres parlé de Ma Cité Invincée, Les aînés contre-attaque, Éviction, ainsi de suite. Mais pourquoi avoir décidé de se filmer? c'est quand même risqué dans un certain sens. Bon, bien sûr, t'es cinéaste, mais ça reste que là, tu braques ta caméra directement à l'intérieur des murs de la maison, ou c'est à l'extérieur, parce qu'on voit, je veux dire, le décor extérieur, mais ça reste que c'est votre vie que vous mettez en image et en son. Oui, tout à fait. Ben, je dirais que puis on a commencé à tourner ce film-là. Les autres films sur la crise du logement n'étaient pas encore sortis. Puis là, moi, souvent à la blague, là, je dis la crise du logement a créé un nouveau sous-genre cinématographique au Québec. Là. Puis là, on n'a même pas parlé des courts-métrages, mais il y en a plusieurs aussi. Puis, mais qu'est-ce qu'on peut constater avec chacun de ces films-là, c'est qu'ils traitent la crise du logement d'un angle différent chacun. Tellement cette crise-là, elle est multiforme, elle a plusieurs aspects et elles vont toucher les gens de façon différente. Alors nous, je pense que ce qu'on amène avec notre film, c'est vraiment un regard intimiste. On rentre dans notre quotidien, du moment où on reçoit l'annonce de la reprise de notre appartement jusqu'au moment où on déménage. Puis après ça, il y a une petite épilogue. Un an plus tard, comment ça s'est déroulé, notre déménagement et tout. Mais la décision de filmer notre quotidien, là, elle s'est produite assez rapidement, mais c'était un peu pour nous une façon là, de retrouver une certaine forme d'agentivité dans une situation où autrement on n'avait à peu près aucun pouvoir. Là. C'est-à-dire que tu reçois une reprise de logement, c'est la loi. La loi permet aux propriétaires de reprendre un appartement pour leurs parents ou pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Dans ce cas-ci, c'était pour leur fille. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? T'sais, on avait besoin, finalement, ça nous a permis de véhiculer, de canaliser toute la colère qu'on ressentait par rapport à cette situation-là. Puis d'une certaine façon aussi, je crois que ça permet de faire un peu œuvre utile, donner des armes pour d'autres personnes qui vivraient une situation similaire ou dénoncer. Ouais, pour moi, quand j'ai vu le film, c'est exactement dans ces termes-là que je le lisais. C'est-à-dire, c'était votre défense. Faire le film, c'était votre façon de vous défendre. Mais évidemment, ce qui fait sa richesse particulière, c'est que au-delà du document qu'il devient, c'est comme un film de famille, entre guillemets. Là. Puis, pas au sens péjoratif, artisanal. Non, il y a une chaleur particulière à ce film-là du fait que c'est vous qui l'incarnez, le problème. Puis, on le suit dans votre quotidien. Et on sait que le problème, il est vaste. Certains d'entre nous l'ont connu. Il y a des gens qui se butent à ça actuellement partout. Vous autres, vous en avez laissé des traces très précises qui s'alimentent à votre quotidien tel qu'il a été pendant ces mois-là. Exactement, mais tu sais, au début, je me suis posé des questions un peu sur la forme du film. Parce que, évidemment, c'est un film qui a été fait dans l'urgence, là, je pense. Puis ce qui m'a aidé, c'est, de un, j'étais technicien en cinéma, et puis le mois de novembre, c'est le début de la saison morte. Et j'avais une caméra chez moi. Donc, tu sais, au début, je me suis posé la question, est-ce que je fais rentrer une équipe? Mais, tu sais, j'ai pas d'argent, comment je les paye? Sans savoir à quel moment que les réponses vont rentrer. Exactement. Est-ce que je peux faire venir un preneur de son ou une cadreuse à minuit, moins une, pour répondre à une situation d'urgence? Alors, assez rapidement, je me suis dit non. Okay. Fait que ce film-là, c'est vraiment, là, alors je le fais DIY avec ce que j'ai. Puis la forme, c'est que c'est un journal de bord.
On va suivre vraiment étape par étape. Puis il n'y aura pas d'expert en crise du logement qui va venir nous parler. Puis, tu sais, je me dis, des fois, je trouve que je réécoute le film souvent, tu sais, je suis là aux projections, je veux voir comment le public réagit. Des fois, je me dis, telle scène, peut-être qu'on perd un petit peu en compréhension, tu sais, il y a certaines nuances parce qu'on va assez profondément dans les détails du droit du logement, les lois, puis tout. Mais je trouve que il en ressort quelque chose de très vivant comme résultat, là. C'est-à-dire qu'on nous voit dans toutes nos émotions, on nous voit aussi dans nos découragements, mais dans nos imperfections. À un moment donné, ça devient tellement oppressant comme situation, on devient paranoïaque un peu. Puis il y a une scène fameuse là, où je m'engueule quasiment avec ma blonde pour lui dire de changer sa photo de profil parce que sa photo de profil est ridicule. Puis j'ai peur que les propriétaires regardent ça et disent « Ah, peut-être que ça serait pas des bons locataires. » Fait que, c'est ça. Finalement, on s'est vraiment arrêté sur l'idée de faire un journal de bord. Ce qui est intéressant, ce qui était aussi un peu risqué, c'est que tout le film est en plan fixe. Ouais, à peu près tout le film. Ouais. Bon, une bonne partie. Oui. Bon, il y a quelques mouvements, mais lorsque Sarah annonce à la famille, je veux dire qu'elle va être enceinte, là, on fait du chant contre chant. Bon, c'est un peu plus traditionnel, mais lorsqu'on est chez vous, à l'intérieur de la maison, la caméra est posée et là, elle est braquée sur une personne. En voix off, on a soit toi ou Sarah. Déjà, la forme était, comme je disais, dangereuse, mais c'est ce qui, pour moi, ajoute, je veux dire, vraiment l'intérêt au film, parce que l'intimité, elle est totale. Hein? Oui, il y a eu du montage, oui, vous avez coupé certains éléments, mais on a totalement l'impression d'être avec vous. À cause que, je veux dire, la caméra, c'est le petit oiseau là, qu'on rentre chez quelqu'un, puis on se dit, bon, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments de crise, et là, la caméra vient par nous révéler, je veux dire, ces moments-là. Pour utiliser un peu de métaphore, là, j'ai essayé de faire en sorte que le spectateur soit le troisième colocataire de notre appartement, finalement. Mais en plus, la forme, elle s'imposait. Je veux dire, si tu voulais être présent toi-même, il fallait poser la caméra à un endroit. Exactement. Et c'est la caméra qui devenait maître à bord. Il fallait bien se trouver une place. Oui, mais tu sais, Robert, que certains cinéastes ont déjà trafiqué la réalité et ont repris quelquefois des scènes. Mais quand on trafique la réalité, ça coûte plus cher. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas trafiquer la réalité beaucoup. Oui, puis il y a quand même une certaine forme de mise en scène, là, dans le sens où il y a un dispositif que j'utilise beaucoup tout le long du film, c'est les appels téléphoniques puis les enregistrements. Puis ça, c'est un peu la conjoncture. On tournait pendant la COVID, fait que je pense qu'il y a une scène à peu près où on sort de l'appartement, finalement. Sinon, ça reste un huis clos. Mais ces appels téléphoniques-là, en fait, j'avertissais pas les personnes que je les enregistrais. C'est quelque chose que je ne ferai plus maintenant. Des questions éthiques et des problèmes que ça m'a apporté en post-production, mais ce que ça m'a permis d'avoir, par exemple, c'est des discussions sans filtre et très franches avec mes parents, les parents de Sarah, les propriétaires, sur notre conception, en fait, de nos besoins en logement. Puis on voit que selon d'où on vient, on peut avoir une vision un peu déformée de la crise. Mais ce que ça me permettait de faire aussi, c'est de discuter, surtout parce que dans le film, il y a des enregistrements quand on va visiter les logements qui nous intéressent. Ça nous permet de démasquer les mensonges que les propriétaires sont prêts à formuler à notre endroit pour maximiser leur profit. Puis là, on revient souvent par rapport à la question de la clause G. La clause G qui est la seule mesure existante pour permettre un contrôle des loyers. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que les propriétaires sont prêts à mentir, puis c'est impuni. C'est impuni, c'est une fraude qui est impunée. Moi, on ne l'a pas dit. Tu avais la chance, avec Sarah, qui avait étudié en droit, d'avoir accès, finalement, à des connaissances, puis à des documents qui nous ont aidés dans ce récit-là. Oui, exactement. C'est-à-dire que Sarah est avocate. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Puis, souvent, quand on parle du film, on dit pas ce film-là, c'est pas une marche à suivre, c'est pas un exemple, voici comment faire respecter vos droits. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Ceci est le prix à payer pour faire respecter ses droits. C'est-à-dire un prix émotionnel immense, se mettre à risque,
et puis passer une quantité de temps incommensurable. Je disais, encore aujourd'hui, je passe des journées complètes à essayer de sécuriser l'endroit où je vis. C'est ma source de stress principale. J'ai 35 ans et la chose qui, au quotidien, m'empêche de dormir, c'est mon toit à ce jour. Fait que, je pense que c'est un peu ça qu'on essaye de transmettre à travers le film. Il y a un très beau bout parce que tu mentionnais ces conversations, dont la conversation avec ta mère, qui m'a énormément frappé parce que c'est pour elle une révélation. Hein? Puis effectivement, il appartenait à une génération où se loger restait, je ne dirais pas facile, mais toujours abordable, où il y avait effectivement un peu plus d'appartements et tout. Et là, elle dit, ben là, je commence à comprendre finalement qu'est-ce que vous vivez. Et là, en l'écoutant, je veux dire, elle me disait, mais c'était pas une crise, c'était comme une normalité pour elle. C'est qu'à travers ces mots, elle avait dit, ben c'est ça la situation auquel maintenant une génération est confrontée. Puis oui, je veux dire, c'est chronique d'une crise, mais c'est presque chronique d'une normalité maintenant, je veux dire, de la situation des logements, puis pas juste à Montréal, là, à plusieurs autres endroits. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce regard extérieur qui nous amène aussi à se dire, ben nous, on voit ça parce que tout le monde parle de crise, mais est-ce que dans les faits, c'est pas devenu la normalité et de se battre va devenir de plus en plus difficile? Ben, c'est pas oui, c'est une normalité, c'est plus une crise, puis c'est une normalité, et au-delà d'une normalité, c'est aussi une opportunité d'affaires incroyable pour tous ceux qui font de l'argent avec le logement et l'immobilier. Et puis, c'est drôle que vous disiez exactement ce que je pensais, là, c'est-à-dire, j'ai eu des réflexions, maintenant, je sors le film 4 ans plus tard, puis je me suis dit, mais c'est plus une crise, là. Une crise, c'est quelque chose qui est circonscrit dans le temps et qu'on aspire à dépasser. En ce moment... c'est devenu la norme. C'est la norme. Le scandale, c'est ça. Et puis, le scandale, c'est que là, on est en train de mettre ça sur le dos des règlements municipaux, des immigrants. Mais ce qu'on dit pas dans les médias de masse, c'est que cette situation-là, elle est extrêmement profitable pour des gens. Et puis, qu'on n'est pas en train d'avoir ça comme discussion, en fait. Là. Il y a une dimension que le film... souligne très bien, c'est que perdre son logement, c'est pas juste perdre un lieu intime, c'est perdre un quartier, un voisinage, des voisins qui on s'entendait bien, des habitudes quotidiennes. L'épicerie est à 5 minutes, il y a un terrain de jeu pour les enfants. C'est tout ça qui est attaché à l'idée de logement. Et c'est pour ça que c'est si violent, l'agression dont vous êtes victime, dont tous ceux qui perdent leur logement actuellement sont victimes. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, présentement, je suis en train de revivre une reprise de logement. Donc, j'habite encore dans l'appartement. Il va y avoir une partie 2. Je pense pas. Je pense pas que... mais maintenant, tu sais, moi, avant, on était un couple sans enfants. Maintenant, ma blonde est enceinte à nouveau. Et puis, ma fille va à la garderie juste à côté. Tu sais, à chaque fois, c'est ça, là. Non. C'est redémarrer sa vie, c'est ça. Parce qu'effectivement, ce que tu mentionnes, c'est extrêmement important, parce que dans la première partie, en fait, il y a presque 2 causes qui s'affrontent. Hein? C'est-à-dire que cette dame qui, bien sûr, veut la reprise du logement, mais qui veut aussi protéger sa fille, hein? Et qui, je veux dire, en tant que parent, ben, on peut comprendre cette situation, en disant, ben, effectivement, je veux dire, si elle vit des moments difficiles, c'est peut-être normal d'aider sa fille. Fait que ça... En limite, on est assez, je veux dire, mature pour dire ça a un sens. Mais aussi, vous réussissez à montrer, je veux dire, que oui, c'est votre cocon, mais c'est un mode de vie, puis ça fait 7 ans que vous êtes là. Et donc là, intimement, je veux dire, tu as 2 situations qui s'affrontent, puis ça devient difficile là, de faire la part des choses dans des cas semblables. Mais on a tendance à oublier hein, que le logement, c'est pas juste finalement un toit. C'est un mode de vie, c'est des habitudes qui se sont créées. Puis ça, je trouve dans la première partie, vous le mettez bien en image. Puis non seulement avoir un loyer abordable, c'est ce qui permet de... Ben en fait, avoir un loyer inabordable restreint l'horizon du futur. C'est-à-dire que moi, tu sais, je veux dire, on se cachera pas qu'être documentariste, c'est pas ce qu'il y a de plus payant. Mais si je dois payer 50-60% de mon revenu, je vais le donner à mon propriétaire,
j'en fais plus de films. Fait que, je trouve qu'il y a comme quelque chose de méta à propos de ce film-là, c'est-à-dire que la démarche que je fais dans le film me permet de continuer à être un cinéaste. Puis c'est ça, on n'en a pas parlé, mais ça reste, c'est un premier documentaire, un premier long-métrage. Là. Fait que, pour rester sur la fabrication du film, tu rappelais que tu as tout fait, y compris le son. Donc, c'est un équipement relativement simple que tu maniais au besoin. Sans éclairage, tu utilisais l'éclairage de la maison ou tu ajoutais des réflecteurs de temps en temps? J'avais une ampoule là, qu'on peut ajuster là, avec un téléphone intelligent, mais c'est très, très, très minimaliste. Là, mais il y a par contre, il y a une monteuse. Encore une fois, Sophie Guérin vient travailler avec vous autres pour finir l'entreprise. Oui, c'est ça. Ben, Sophie, que je salue d'ailleurs. Ça a été un film qui a été quand même long et difficile à monter parce que, justement, de par sa forme, là, on parle des plans séquences ou des plans fixes. Là, on monte des scènes qui durent entre 5 et 8 minutes-ish. Mais à base, ce sont des discussions qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Là. Donc, de construire, là, c'est sûr que des fois, l'idée du montage, c'était pas nécessairement d'être parfaitement représenté chaque étape, mais plus de donner une idée générale de comment ça s'est vécu, tout ça. Parce que, bon, après ça, à une certaine phase du film, on décide de négocier une entente pour partir, mais avec plus d'argent. Bon, finalement, à partir du moment qu'on prend la décision de faire ça, puis du moment qu'on règle, là, ça se passe assez vite dans le film, là, mais c'est plus un processus de 3 semaines avec des allers-retours, des échanges de courriels. Mais il y a une limite à ce que tu peux rendre un courriel, y donner une intensité dramatique, là. Fait qu'il y a un travail de montage, puis la chose que j'ajouterais par rapport au montage, c'est que les archives personnelles sont venues, finalement, on en a inséré dans le montage, mais c'est venu à la toute fin, parce que quand on a commencé à tester nos versions, les gens qui ne nous connaissaient pas avaient de la misère à s'attacher à nous, parce qu'on nous voyait systématiquement dans des situations désespérantes, frustrantes, en colère. On avait besoin de voir, OK, Simon et Sarah, à quoi ils ressemblent dans leur quotidien. Parce que pour moi, il y a 2 parties au film. Effectivement, il y a cette partie d'intimité, d'angoisse, d'incertitude là, créée par la reprise du logement. Mais il y a la deuxième partie qui est vraiment un acte de résistance, hein, où on peut parler d'un cinéma politique, hein, où là, Sarah, qui devient finalement un peu là, le cheval de Troie, qui dit, OK, on va avoir un plan, hein, on va essayer de mettre en place certaines stratégies, ça fonctionne. Donc, c'est important aussi que de la partie intimiste, vous pouviez, je veux dire, proposer des solutions, mais des solutions politiques. Ben exactement. Moi, l'objectif du film, là, au-delà de montrer les conséquences, c'est de démontrer que les relations entre locataires et propriétaires, ce sont des relations de nature politique et ce sont des relations caractérisées par une domination économique et qu'il y a un sérieux problème d'accès à la justice. Parce que, encore une fois, pourquoi il faut être avocat pour réussir à se représenter? Oui. Puis, moi, je fais beaucoup le parallèle avec les relations de travail. On a des organisations collectives pour se représenter contre la partie patronale. Dans le cas des locataires, quand tu fais face à des attaques des propriétaires, tu te retrouves seul et tu dois payer de tes propres moyens. Il n'y a pas de protection collective. Alors, c'est un sérieux problème et je pense qu'il faut qu'on s'y penche plus sérieusement, là. Non, mais c'est l'absence d'une volonté politique au niveau de l'État. Il faudrait que l'État intervienne pour mettre un minimum d'ordre dans ces relations-là. Sinon, la situation qu'on connaît actuellement, elle va se dégrader encore davantage. Parce que là, l'État actuellement confirme les propriétaires dans leur autorité. Comment on ne peut pas s'en sortir là, à ce moment-là? Mais là, c'est une minute. Mais tu me mentionnes, il y a un mot qui est important, c'est impuissant. Ça revient souvent dans le discours de Sarah et dans ton discours. Et il y a effectivement, je veux dire, une situation où on se sent impuissant. Même si on a, je veux dire, les possibilités, je veux dire, de revendiquer des droits, OK? Mais en tant qu'individu, face à cette situation intime, on a vraiment le sentiment genre d'être impuissant, puis que
pour se battre, mais ça demande un effort là, vraiment incommensurable. Là. Mais le fait de faire le film vous a aidé à mieux vivre, hein, tout de même. Il y a ça, c'est présent dans le film aussi, parce que vous vous retrouvez à l'occasion, quand la caméra démarre, là, je veux dire, vous êtes obligé de vous retrouver. Ben, ça devenait un peu libérateur, là. On se déchaînait d'une certaine façon. Puis ça nous a même... Je pense qu'on est allé plus loin qu'on serait allé si on n'avait pas fait le film. Ouais. C'est-à-dire qu'on tenait notre bouche jusqu'à la fin parce qu'on disait, on veut montrer... qu'il y a un film. Puis je trouve que c'est important dans le cinéma politique de montrer des victoires aussi. Même si c'est pas une immense victoire, c'est une victoire individuelle, je trouve que c'est important que notre cinéma représente une mythologie de la résistance. Et moi, c'est ça qui m'inspire quand je vois des films politiques déprimants. Je me pose sérieusement la question, pourquoi on fait ces films-là? Oui. On peut arrêter là-dessus. C'est un bon mot de la fin. Mais il faut rappeler que le film est à l'affiche au cinéma public. Il était déjà le 24, mais il va être le 20... Non, il sera le 24, le 28 mars et le 2 avril. Puis, tu nous disais qu'il va être au Beaumont à Québec bientôt aussi. Oui, le 26 avril pour une première. Après ça, d'autres dates suivront à surveiller sur le site du cinéma, évidemment. Et demain, le 23 mars, vous êtes au Cabaret des Curiosités avec le comité bail de Schlager-Maisonneuve. Ouais. Donc, on invite tous les gens, je veux dire, à les visionner. Puis, c'est clair que ce film-là, doit délier les langues, doit permettre aux gens aussi, d'évacuer, je pense, certaines frustrations et proposer des solutions face à différents problèmes. Là. Exactement. Puis c'est un film qui circule grâce au bouche à oreille. Là. Il est en autodistribution. Puis... Oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que c'est les bons côtés d'être un cinéaste indépendant. C'est pas facile de trouver des distributeurs. Voilà. Merci beaucoup.